Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. La justice, comme toutes les institutions dans le monde actuel, est en pleine évolution. Une idée nouvelle, philosophique, est soutenue par de nombreux magistrats pour qu'une condamnation soit juste. Il faut que le condamné puisse accepter le verdict, la peine qui lui est infligée, qu'il soit d'accord en quelque sorte. Admettons bien que cela puisse entraîner très loin. En supposant le bien fondé d'une telle réflexion, cela nécessite que l'inculpé, s'il est coupable, avoue. Comment obtenir ces aveux? Ça, c'est une autre histoire. On songe au Moyen-Âge, à l'Inquisition, à la justification pour des raisons religieuses de la torture. Dieu merci, on n'en est plus là aujourd'hui. Les aveux ne doivent être que spontanés. Je dis bien ne doivent être, puisque, hélas, même dans le monde moderne, il n'en est pas toujours ainsi. Une comédie peut tenter de sauver la face, de donner bonne conscience à ceux qui ont la terrible responsabilité de rendre la justice. Elle ne peut pas les satisfaire. Ils ne peuvent l'accepter. Mais comment savoir parfois s'il s'agit ou non de comédie? Le 20 janvier 1861, un froid humide baigne le paysage près d'Hazebrouck. À part un temps pareil, dans ces grandes plaines du Nord, où rien ne nous protège du vent, on ne se sent bien qu'à la maison. Ces maisons de petites briques rouges, si propres. Sur la cuisinière, au bain-marie, chauffe toujours une casserole de café. Ce dimanche après-midi, des ouvriers, François et Annette Doise, reçoivent chez eux un autre couple, Rosalie et Jean Gardin. Rosalie est la sœur de François. Bien que son mari travaille dans une brasserie en ville, elle voudrait vivre à la campagne, s'installer dans la ferme de son père où le vieux paysan veuf habite seul. Mais celui-ci ne veut rien entendre. Il a décidé de finir ses jours là où il a toujours vécu, à Saint-Jean-Capelle. L'hospice, c'est bon pour les pauvres. Lui, il a un bout de terrain qu'il cultive, une vache, un chien, quelques poules et des lapins. Et il est encore costaud, alors jamais il ne sera malade. Déménager le vieux, c'est un sujet brûlant qui divise la famille. François prend le parti de son père. Alors Rosalie se fâche. Mais pas aujourd'hui, on n'en parle pas. On sirote une bistouille, la boisson traditionnelle du Nord, du café bouillant avec de l'agnole dedans. Il y a déjà un bon quart d'heure que Rosalie est là. Et soudain, elle se décide. Faut quand même que je te dise, François, on est passé à Saint-Jean-Capelle avant de venir ici. Et alors? Le père, il est mort. François et sa femme sont atterrés, scandalisés. Pourquoi, Rosalie, n'a-t-elle pas annoncé la nouvelle plus tôt, tout de suite, en arrivant? Et son crétin de mari, qui ne disait rien non plus. Rosalie, pressée de s'expliquer, raconte. On l'a trouvé dans la cuisine, couché devant la cheminée. Sa tête a dû heurter un chenet et il a le crâne fondu. Bon, pour moi, il était saoul, il est tombé. À moins qu'il ait voulu se suicider. Se suicider? Allons donc, pas lui. Et qu'est-ce que t'as fait? Rien. Avoir tout ce sang, ça m'a retourné. Jean et moi, on a pensé qu'il valait mieux se consulter, nous quatre. Pas vrai, Jean? Oui, acquiesce le mari d'un air abruti. François se précipite chez son père. Le récit de Rosalie est exact, ou presque. Il y a une pioche posée contre une chaise. Le tranchant souillé de sang coagulé. Il a été attaqué. On l'a frappé. Et il y a au moins 2 jours. Il a pu se frapper lui-même, dit Rosalie. Avec sa pioche? Non mais ça va plus. Tu sais plus ce que tu dis, ma pauvre fille. Touchez à rien. Je vais prévenir les gendarmes. Tandis que François saute sur son vélo, les femmes sont sorties dans la cour, suivies du mari de Rosalie, Jean, qui continue de se taire. Seul le chien est resté près du cadavre de son maître. L'enquête de la gendarmerie conduit à un assassinat. Le mobile ne semble pas être le vol. On a en effet retrouvé les économies du paysan dans 3 cachettes différentes, mais pas très difficiles à découvrir. On n'a fouillé nulle part, la maison est en ordre. La victime ne se serait pas défendue.
Ah, c'est quand même bizarre. Il n'avait pas bon caractère, le vieux. Il ne sait pas marcher sur les pieds. Grand et fort comme il était, malgré son âge. Ah, c'est bizarre. De là à penser qu'il connaissait son agresseur et même qu'il avait l'habitude de discuter avec. Et discuter de quoi? De son déménagement, pardi. Et oui, puisque sa fille le lancinait pour qu'il lui laisse sa maison. Il n'arrêtait pas de se disputer quand ils se voyaient. Peut-être, mais pas ce dimanche en tout cas. Le médecin légiste l'a confirmé, la mort remonte à 3 jours, au 17 janvier. Le juge d'instruction décide néanmoins d'inculper Rosalie et son mari. Ils sont incarcérés. Rosalie, dans une cellule sans fenêtre, en sous-sol, à peine éclairée par un soupirail, meublée d'un grabat et d'une paillasse pourrie, infestée de rats. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1861. « Mais vous n'allez pas me laisser crever dans ce trou » dit Rosalie au juge d'instruction qui l'interroge. « Si vous n'avez pas pitié de moi, ayez au moins pitié de mon enfant !» Car Rosalie est enceinte de 6 mois. « Avouez votre crime, madame, et vous serez mieux traitée. »« Mais puisque c'est pas moi, je me tue à vous le dire. Enfin, c'est pas Dieu possible, vous voulez ma peau !»« Si ce n'est pas vous, qui est-ce ?»« Mais je sais pas, moi. Son voisin, peut-être, de Vos, qui s'engueulait tout le temps. De Vos passer dans son champ. Prétendait que c'était son droit. Un jour, il m'a dit, « Ton père, je l'aurai. » Il y avait des témoins. Vérification faite, une violente querelle a en effet opposé le paysan et son voisin 3 jours avant le crime. Mais De Vos est un brave homme. Il crie très fort, mais il n'a jamais fait de mal à personne. On n'assassine pas pour une servitude de passage. « Je suis sûr que ce n'est pas De Vos, madame, dit le juge, lors d'un autre interrogatoire. Soyez raisonnable, avouez. »« Oh, et puis oui, j'en peux plus, c'est moi. » Et Rosalie explique en détail comment elle a commis son crime. Elle est venue voir son père le 17 janvier dans la soirée pour se procurer des légumes. Elle en a profité pour remettre une fois de plus sur le tapis la question du déménagement. Comme d'habitude, le père a refusé catégoriquement. Il a même giflé sa fille. Celle-ci, furieuse, en colère, ne pouvant plus se maîtriser, a pris la pioche qui se trouvait là, l'a brandie en l'air en guise de menace. La pioche était lourde. Comment se fait-il qu'elle soit retombée et sur la tête du vieux? Ça, Rosalie ne comprend pas. Elle ne l'a pas fait exprès. C'est un accident. D'ailleurs, ajoute-t-elle, quand j'ai vu le sang qui coulait, je me suis sauvé. Mon père était toujours debout. Il a dû tomber après. Je l'avais seulement blessé. Le juge d'instruction tient parole. En récompense de ses aveux, Rosalie est retirée de son cachot. Il lui est attribué une autre cellule à l'étage avec une fenêtre et un vrai lit. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Il faut toujours attendre un certain temps, parfois de nombreuses semaines, avant de comparaître en justice. Je vous ai dit que Rosalie Doise était enceinte de 6 mois. Chaque matin, elle barrait un chiffre sur le calendrier, comptant à la fois les jours qui la séparaient de son accouchement et ceux qu'elle passait en prison. Dans des conditions relativement confortables désormais, ce qui était préférable pour sa grossesse. Oh, ce n'était plus l'horrible cachot au sous-sol sans lumière, tellement humide que sa paillasse pourrissait, tellement malsaine, avec tous ces rats qui arrivaient la nuit par le soupirail, cherchant à grignoter quelques détritus. Rosalie se félicite d'avoir avoué son crime. Un crime épouvantable pourtant, un parricide. Elle risque l'échafaud en ce milieu du XIXe siècle qui n'hésite pas à appliquer la peine de mort, même aux femmes. Mais elle pense à l'enfant qu'elle va mettre au monde, quand elle était au cachot. Il ne souffre plus, mais il a souffert. La télévision nous a montré récemment l'importance des premiers mois pendant lesquels le bébé se forme petit à petit dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, d'immenses progrès ont été accomplis. On peut mesurer le bébé, suivre jour après jour son évolution, intervenir si cela s'avère nécessaire. En 1861, cela était impossible, et si un bébé naissait prématurément, il était presque toujours perdu. C'est ce qui va arriver. Au 8e mois, Rosalie accouche. Son enfant est mort. Cruel événement, tragique destin, une fille avoue avoir tué son père. Le fils qu'elle met au monde meurt à son tour.
Serait-ce le jugement de Dieu? De nombreuses personnes le pensent à l'ouverture du procès de Rosalie Doise, le 13 avril, devant la cour d'assises de Douai. N'y a-t-il pas accroché au mur au-dessus du tribunal un crucifix? Rosalie comparaît seule. Son mari, Jean, a été libéré après qu'elle ait avoué son parricide. Un lamentable personnage qui s'était toujours tenu coi au moment difficile et, apprenant les aveux de sa femme, n'a su que bredouiller. Je la savais capable de tout, même d'un crime. Même du plus affreux des crimes. Rosalie se présente devant le jury. Les traits marqués, le visage défait, blanc. Et tout de suite, dès les premières questions d'usage, elle se rétracte. « Je suis innocente !» Un murmure de réprobation parcourt la salle. « Quoi ?» pense le public. « Ah, c'est trop facile. On commet un crime, on avoue, parce que vraiment il n'y a pas d'autre solution que d'avouer quand on vous accuse, et puis au moment de subir un châtiment mérité, on se rétracte. Ah non! Cette attitude est indigne, méprisable. La peur de mourir n'excuse pas tout, c'est de la lâcheté. » Le président réclame le silence dans la salle. Lui aussi est révolté par le système de défense choisi par l'accusé. Mais il fait son métier. Il la questionne. « Si vous êtes innocente, alors pourquoi avez-vous avoué, madame? » « Parce que je pouvais plus vivre dans un trou sans lumière. Parce que j'étais malade. Parce que l'enfant que je portais était malade lui aussi. Le juge m'a promis de me sortir de ce trou si j'acceptais de me considérer coupable. J'aurais accepté n'importe quoi. Cependant, une fois installé dans une autre cellule, vous avez répété vos aveux. Bien sûr! J'avais trop peur de retourner au cachot. Rosalie paraît sincère. Et pourtant, elle ne touche pas les jurés. Ils ne la croient pas. Son comportement s'explique parce qu'elle était enceinte, cela paraît évident. Eh bien non. Les braves gens petits bourgeois qui composent le jury de Douai ne sont pas sensibles à cette explication. Ils diront ensuite que l'attitude de Rosalie leur a paru puérile. On ne se souciait pas en 1861 du sort des femmes, et notamment des futures mères, de la même manière qu'aujourd'hui. Rosalie Doise est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. « Je suis tranquille, s'écrie-t-elle, après la lecture de l'arrêt. On trouvera un jour le coupable. » Elle refuse de se pourvoir en cassation. « Pourquoi faire ?» dit-elle à son avocat. « Tout le monde est contre moi. » Presque tout le monde, c'est vrai. L'opinion publique, la presse, l'énorme machine judiciaire qui, une fois mise en route, son mouvement entretenu par la foule, est capable de tout broyer. Mais je vous ai dit presque tout le monde. Un homme, le juge d'instruction, celui qui a obtenu les aveux de Rosalie en employant les grands moyens, n'a pas la conscience tranquille. Si Rosalie n'était pas revenue sur ses aveux, il eût accepté sans doute le verdict, le cœur plus léger. Mais il a vécu jour après jour le calvaire de cette mère enceinte. Seul, parmi tous ceux qui ont regardé Rosalie, son visage malade, il peut la comprendre. L'explication qu'elle a donnée en se rétractant est peut-être vraie. Et si elle est vraie, il faut faire quelque chose. Mais quoi? Eh bien, la Providence va l'aider. Le 18 janvier 1862, 9 mois plus tard par conséquent, ces 9 mois nécessaires pour concevoir et mettre au monde sont un symbole dans cette affaire, le 18 janvier donc, un Belge, Van Alvin, essaie de vendre à un horloger d'Ypres une montre en or. Où t'as trouvé ça? Oh, par là. Et où ça, par là? Le Belge montre du doigt la frontière française. Et cette montre, elle est à toi? Non, à un ami. L'horloger achète la montre, mais note l'identité du vendeur et prévient la police. Les différentes villes françaises proches de la frontière belge sont alertées. A-t-on volé dans l'une d'entre elles une montre en or? Le juge d'instruction, à l'origine de la condamnation de Rosalie, apprenant ces démarches, a un coup au cœur. Mon Dieu! Et si c'était la montre? Cette montre qui a disparu. Oh, ce serait trop beau. Il demande
qu'on la lui apporte immédiatement, qu'il puisse la montrer à toute la famille d'Oise, à François et Anne, et à Jean, ce misérable, et même à Rosalie, bien sûr. D'abord à Rosalie. Qu'elle lui dise si c'est l'amante de son père. Car un seul objet avait disparu de la ferme de Saint-Jean-Capelle, près d'Hazebrouck. La montre en or de la victime. Et personne n'avait été capable d'expliquer cette disparition. Oui, dit Rosalie. C'est l'amante de mon père. Son frère le confirme, ainsi que tous ceux qui ont connu le paysan assassiné. Le Belge Van Dalvin est donc arrêté. Son ami aussi, le soi-disant propriétaire de la montre, David Verham, un Belge également. Et ils avouent. Ils étaient sans travail, ils rôdaient dans le Nord, ils ont joué les contrebandiers poursuivis par les douaniers pour s'introduire chez un paysan, un pauvre vieux partager sa soupe, boire son vin, et, après avoir bu beaucoup trop, essayer de le dévaliser. Et puis, comme il se laissait pas faire, ils l'ont abattu avec une pioche. Ils seront condamnés le premier à mort, le second aux travaux forcés à perpétuité. Et Rosalie d'Oise, acquittée, réhabilitée, pensez-vous? Oui, bien sûr. Eh bien, pas si facilement que ça, voyez-vous. Et c'est l'aspect le plus extraordinaire de ce dossier. On n'avoue pas impunément. On ne se rétracte pas impunément. C'est bafouer la justice. Celle-ci, accusée à son tour, se défend. Écoutez plutôt ce qu'ose plaider lors du dernier procès, où chacun sait que l'acquittement est certain, le procureur général. Proclamerai-je l'innocence de cet accusé? Dois-je déplorer, en ce qui la concerne, une fatale méprise? Non! Aux yeux de Dieu, qui lit dans les cœurs, Rosalie d'Oise est parricide d'intention. Elle a souhaité la mort de son père, dont elle voulait habiter la maison. Elle a rêvé la nuit de mort violente. Écoutez-moi bien. Rosalie d'Oise, si je renonce à soutenir l'accusation, moi, je ne vous réhabilite pas. Et voilà. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.